C'est parti alors, hein. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre en ce dimanche de Pâques pour ce petit épisode de l'entonnoir du Bitcoin. Donc aujourd'hui, effectivement, on n'a pas la chance d'avoir John avec nous. Voilà, mais il sera sûrement là la semaine prochaine. Et on assure le show malgré ça. Euh, et donc, il y avait quelques sujets dont on avait envie de parler. Le premier, c'est le nouveau rapport publié par Arcane Research sur Lightning Network. Donc Arcane, ils avaient fait déjà un premier petit papier il y a de ça quelques mois où ils donnaient un peu des insights sur l'état du réseau, avec la particularité qu'ils avaient pris la peine d'aller essayer de collecter des données auprès de différents acteurs, donc notamment des entreprises qui utilisent Lightning pour avoir des données un peu plus précises que juste les données publiques qui sont finalement assez peu pertinentes pour juger de l'utilisation du réseau. Euh, et donc là, c'est un deuxième rapport qui utilise à peu près les mêmes méthodes, mais qui montre un peu l'évolution depuis quelques mois. Ensuite, un petit débrief de la conférence Bitcoin 2022 qui a eu lieu à Miami. Voilà, moi j'ai eu la chance d'y aller avec Hélène Marquette, donc je vais pouvoir raconter un peu ce que j'en ai pensé sur place. Et puis, de toute façon, la plupart des talks et des conférences qui ont eu lieu sont disponibles sur YouTube et une partie sur bitcointv.com. Donc voilà, si vous n'étiez pas là, que vous n'avez pas regardé le direct, vous pouvez toujours regarder tout ça bien au chaud sur votre canapé. Et enfin, pour le dernier sujet, on n'avait pas beaucoup d'inspiration, donc on a demandé à la communauté et on a eu plein de réponses. Donc bien sûr, on ne va pas pouvoir tout traiter, même si je pense qu'on aura le temps pour faire un petit espace libre antenne à la fin. Mais finalement, c'est la suggestion de Neozaru, je ne sais pas s'il est là, mais merci en tout cas, qu'on a retenu, qui était de faire une petite overview des différents types de wallet Lightning, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a tellement que ça peut être compliqué de savoir quelles sont les meilleures solutions dans différents cas de figure. Et donc, voilà, ça fait pas mal de faire un petit résumé des différents types de wallets et de quels sont leurs inconvénients et avantages respectifs. Voilà pour le petit résumé. Et on peut commencer maintenant. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a envie de résumer un peu le nouveau papier d'Arcane ou bien si je m'y colle. Ouais, t'as l'air lancé, hein, vas-y. Ça marche. Du coup, Arcane, voilà, donc pour rappel, même si j'ai déjà fait un rappel, en gros, leur gros point fort sur leur rapport, c'est qu'ils s'embêtent à aller demander à tout un tas d'acteurs qui utilisent Lightning dans leur business pour quelles sont un peu leurs statistiques. Alors bien sûr, c'est des stats anonymisées, hein, il y a pas d'histoire de savoir ce que font les utilisateurs au cas par cas, mais c'est vraiment pour avoir une idée à peu près, en agglomérant toutes les données, de quel volume représente, enfin quel volume de transactions il y a eu sur Lightning. Et puis après, on peut même faire un peu plus dans le détail en se disant quel volume de transactions concernait des paiements chez des marchands, quel volume c'était pour des services de trading, quel volume c'était pour des paiements entre particuliers, ce genre de choses. Et donc là, c'est ce qu'ils ont refait. Et donc avec il y a une première partie, bon voilà, qui est de rappel sur Lightning, etc. Et puis ensuite, il y a une partie avec des datas qui était assez intéressante. Notamment, ce qui est intéressant à voir, c'est que sur le nombre de paiements, en un an, on a fait du plus 400%. Donc, c'est-à-dire qu'en regardant voilà, le volume, pardon, je crois, le volume de paiement sur Lightning et pas le nombre, on a plus 400% en une année, ce qui est assez important. Et ce qui surtout, c'est ça qui est intéressant de noter, quand on compare ce plus 400% avec le reste de l'évolution du réseau Lightning, donc par exemple la capacité dans les canaux, ce genre de choses, finalement, on voit que c'est pas du tout une bonne mesure pour essayer d'avoir une idée de l'utilisation du réseau, ces mesures, ces données publiques que sont la capacité ou le nombre de canaux ou le nombre de nœuds, et qu'en fait, ça revient à vraiment sous-estimer grandement ce qui se passe réellement. Et ensuite, moi, ce que j'ai trouvé aussi d'intéressant, c'est que vu qu'ils ont des données qui proviennent directement des fournisseurs de services sur Lightning, ils peuvent, dans une certaine mesure, hein, essayer de dire quelle proportion de ces paiements correspond à quelle activité. Et donc, ce qu'ils ont trouvé, c'est que la moitié du volume correspond à des paiements pair à pair. Ensuite, un tiers correspond à des activités de trading.
Euh, Après, j'ai plus le chiffre, mais c'est quasiment tout ce qui reste qui correspond à des paiements chez des marchands. Et après, le 1% qui reste du volume, c'est tout le reste. Mais par contre, quand on regarde en nombre de transactions, bah là, c'est l'inverse. Le 1% devient quelque chose d'absolument énorme. Quand on regarde vraiment le nombre de paiements, ça devient quelque chose comme 90%. Et en fait, c'est dû à toute cette activité de microtransactions sur Lightning. Et donc, avec notamment tout ce qui est micro-récompenses, comme on peut penser par exemple au gaming avec des choses comme les jeux de Thunder Games ou tout ce qui est ZBD qui permettent effectivement de récompenser les joueurs avec quelques satoshi par-ci par-là, et donc qui au final en termes de volume font pas quelque chose d'énorme, mais en termes de nombre de paiements, bah, représentent quelque chose d'assez gigantesque. Random, ouais, je t'en prie. Bah, j'allais dire, c'est vrai que du coup, mesurer Lightning avec, comment dire, la taille des canaux, etc., ou des nœuds, finalement, c'est pas vraiment une bonne mesure, puisque c'est pour faire des micro-transactions. Donc, dans la logique, t'as pas à mettre 4 BTC dans un nœud ou un truc comme ça, à moins que voilà, tu sois un gros, comment dire, un gros hub de transactions, etc. Ouais, mais tu vois, en même temps, quand j'étais au Salvador, j'étais bien content de pouvoir faire des paiements à 20, 50, jusqu'à aller jusqu'à 150 directement en Lightning. Parce que le côté instantané, pour l'usage réel de Bitcoin dans la vie de tous les jours, c'est genre indispensable. Donc, même si on l'utilise pas et qu'on fait que, enfin, on fait des micro-transactions, comme tu l'as dit, hein, Fanny, c'est quand même vachement pratique d'avoir cette grosse capacité quand on a besoin. Ouais, ouais, en fait, pour moi, les deux, ce que montre le rapport, c'est que les deux sont faits, en fait, et sont actuellement déjà des use cases importants de Lightning. Quand on voit que il y a quand même une part importante du volume de paiement qui est fait qui concerne bah, soit du paiement chez des marchands, soit du, tout ce qui est activité de finance, on va dire comme ça, où là, on a des volumes par paiement qui sont relativement importants, en fait. Et par contre, c'est aussi possible sur le même réseau de faire du micro-paiement qui, du coup, correspond à quasiment rien en volume, mais en nombre de paiements à quelque chose d'assez énorme. Et c'est ça qui est très fort, je trouve, c'est qu'on peut faire les deux sur le même réseau. Alors effectivement, on pourra toujours dire que ça marche pas aussi bien que ça pourrait, parce qu'il y a toujours des problèmes un peu de fiabilité dans les paiements, même si de moins en moins. Mais voilà, je trouve ça assez fou de pouvoir faire les deux déjà aujourd'hui. Et comme tu l'as dit, Roxy, il y a ce problème de l'instantanéité des paiements, qui était un véritable frein, à moins de vouloir faire du zéro confirmation pour faire du paiement dans des commerces physiques, et qui là est levé grâce à Lightning, ouais. Et par rapport à ce que tu as dit, c'est une stat qui m'avait choqué, moi. Du coup, tu dis que un tiers des paiements Lightning, c'est du trading. Et du trading Lightning, à part la société qu'on adore, qui est Ellen Market, dans laquelle tu bosses, il y a qui d'autre? Et en fait, s'il n'y en a pas énormément d'autres, est-ce que ça veut dire que Ellen Market a littéralement un tiers enfin, du trafic? Je Non, suis non, non, désolé, je non. sais pas si tu peux peut-être pas en parler, mais je suis très curieux là. Ouais, c'est ça en fait. En fait, on a à peu près la moitié du réseau déjà. En fait, on est à 5 aussi. C'est un moyen de nous cacher, non, pas du tout. En fait, ça compte beaucoup de choses. Donc, déjà, il y a Collider qui fait à peu près la même chose que nous, même si je pense qu'on a de plus gros volume qu'eux. Mais il y a aussi, en fait, on compte aussi ben, les gens qui déposent ou qui retirent via Lightning sur des trucs plus traditionnels comme Bitfinex, comme Kraken maintenant. Donc, il y a toutes ces plateformes qui sont pas Lightning natives, mais qui ont intégré Lightning au sein de leur process de dépôt et de retrait et qui sont comptés là-dedans. Il y a aussi tout ce qui est, il y a les zigzags, les bolts, tu vois, tout ce genre de services qui permettent par exemple de faire du swap de BTC sur Lightning vers du BTC on-chain. Je pense que c'est compté là-dedans aussi. Ok, nickel. D'ailleurs, pour info, si vous n'avez jamais testé, le système de retrait de Kraken marche plutôt bien. Ça a déposé, j'ai fait un tuto là, il sort dans 2 semaines. Le dépôt en Lightning, ça prend moins d'une seconde ou en 2 secondes, tu reçois l'argent et tu peux tout de suite trader, vendre. Donc, si tu as un instant pas en retrait, voilà, en moins de 30 secondes, tu peux vendre si tu as envie. Par contre, quand j'ai voulu retirer du Satoshi Lightning sur mon portefeuille, c'était Blue Wallet en test, ça a pris 1 minute 20. Donc un retrait Lightning, c'était quand même 1 minute 20, ce qui n'est pas idéal par rapport à Lightning. Petite parenthèse, mais quand on parlait de ça, c'était peut-être important de le dire. Du coup, Ouais, mais t'es en train de chill l'utilisation d'un exchange centralisé là? J'explique juste l'utilisation des Ah, usages et la ok. différence avec ou sans. Sachant que les frais, c'est 32 centimes quand même, hein. C'est 1000 Satoshi les frais de retrait Kraken. Ok, merci pour l'info. Bâtard.
Voilà, voilà. Et du coup, Euh, c'est-à-dire que les deux autres tiers, c'est bien du paiement pair à pair ou c'est, comment dire, avec justement du commerce, etc. sur le volume, la Ouais, moitié, c'est du paiement pair à pair. Et du coup, ce qui reste, c'est du paiement chez des commerçants. Quasiment tout ce qui reste, en fait, puisqu'après, c'est moins de 1% tout le reste ok. en volume. Une autre stat, Fafan, dont on peut parler si tu veux, c'est le nombre d'utilisateurs de Lightning qui est potentiellement exposé au réseau. Donc, il faut Ouais, bien préciser que c'est juste une estimation vraiment super large et c'est même pas le nombre finalement d'utilisateurs, c'est juste le nombre de gens qui peuvent avoir accès au Lightning via les différents services qui sont en train de l'intégrer. Et donc, corrige-moi si j'ai tort, mais il me semble que l'année dernière, en gros, c'était autour de 100 000 personnes. Et cette année, après toutes les annonces de Bitcoin 2022, etc., ça serait un peu plus de 80 millions de personnes. Donc, c'est ça. évidemment, Ouais. voilà, il faut prendre ça avec un énorme grain de sel, parce qu'évidemment, le vrai nombre d'utilisateurs sur Lightning, il est probablement même très en dessous de 100 000. Mais ça n'empêche pas que bah, c'est juste une stat super intéressante. Ça montre que le réseau est en train de se démocratiser. Après, moi, ce que j'ai trouvé un peu dommage dans le rapport, et c'est vraiment pour faire l'avocat du diable, c'est que même si le côté, on va dire, demande de service Lightning a explosé, je trouve que l'UX et la facilité d'utilisation de tout ce qui est routing node, etc., ça s'est pas vraiment amélioré. Certes, c'est en train de se démocratiser. Certes, il y a beaucoup plus de tutos, etc. Mais il faut pas oublier que voilà, aujourd'hui, quelqu'un qui démarre et qui essaie de faire tourner véritablement une node Lightning de manière efficiente, ça reste super compliqué. Et je trouve ça dommage que c'est pas été abordé dans le rapport parce qu'au final, j'ai l'impression qu'on laisse un petit peu le réseau Lightning aux grandes entreprises, etc. Et je pense pas que ça soit forcément une bonne chose à terme. Ouais, ouais, carrément. Bah, pour rebondir sur les deux points, juste pour préciser un truc sur la stat dont je parlais juste avant, qui est celle où on est passé de 100 000 utilisateurs potentiels de Lightning à 80 millions aujourd'hui. Juste pour la méthodo et la définition de ce qu'on appelle utilisateur potentiel, ça veut dire quelqu'un qui a une application sur son téléphone qui lui permet de faire un paiement Lightning une tape, quoi, en un clic. Et donc, en gros, avant, ben, c'était les gens qui avaient un wallet Lightning. Et aujourd'hui, maintenant que c'est intégré dans des applications comme Cash App, ben c'est une personne qui a Cash App. Donc c'est pour ça qu'on passe de 100 000 à un nombre aussi énorme que 80 millions. Mais voilà, effectivement, c'est clair que ça m'étonnerait que tous les utilisateurs de Cash App utilisent Lightning aujourd'hui, quoi. Ni même demain, ni même dans 5 ans. Et pour revenir à ton deuxième point, c'est vrai qu'en fait, je pense que le parti pris du rapport, c'est de traiter le réseau vraiment comme un réseau de paiement en premier lieu, même s'il y a une partie sur l'utilisation non paiement. Euh, et donc de se mettre du point de vue des utilisateurs qui utilisent le réseau en tant que réseau de paiement. Et ça se voit d'ailleurs sur pas mal de points où quand il s'agissait de faire une classification de différents services, il est classifié en général du point de vue de quelqu'un qui a besoin de faire un paiement. Et de ce point de vue-là, du coup, c'est pour ça qu'ils n'ont pas inclus ce sujet-là de la facilité d'avoir son propre nœud, éventuellement la facilité de participer activement à l'infrastructure du réseau Lightning dans leur rapport. D'autant que j'ai l'impression, je pense, il me semble avoir lu une phrase où il disait que d'après eux, la part de services professionnels, en gros, qui allaient gérer la liquidité sur Lightning allait augmenter. Ce qui est quelque chose qui me paraît juste, mais contre lequel il faut aussi, je pense, opposer une certaine inertie et espérer qu'il y ait suffisamment encore de personnes, enfin, de particuliers, quoi, sans intérêt particulier et plus difficile à censurer, qui continuent à faire tourner des nœuds, quoi. Et effectivement, c'est quelque chose qui doit encore s'améliorer, notamment du point de vue des outils de gestion de la liquidité qui ne sont pas encore peut-être suffisamment avancés. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec vous et bien vu Guillaume de le rappeler. Moi, j'ai peur que ça se centralise du coup bah, de plus en plus de ces grosses sociétés comme tu dis. Et quand on prend d'autres stats, quand on voit que ok, il y a beaucoup plus de nœuds Lightning parce que bah, Umbrel l'a vachement facilité. La réalité, c'est que 90% de ces nœuds, bah, ils servent à rien. Ils ont très peu de canaux ou des canaux mal gérés.
Du coup, ça fait qu'il y a plus de paiements qui ratent. Et comme tu le dis, bah, tant qu'il n'y a pas de trucs très faciles, je me souviens qu'à l'époque, il y avait Casa qui avait sorti une node Lightning Plug and Play avec une auto-gestion des balances, auto-ouverture, tout le bazar. Ça n'avait pas forcément pris, c'était un peu galère. Mais tant qu'on n'a pas des solutions beaucoup plus simples, je pense que tu as beau faire des tutos, pour la majorité des gens, ils vont pas mettre la liquidité, ils vont pas prendre le temps, l'effort, et si c'est pas rentable, encore moins. Et du coup, on est un peu voué à centraliser le truc. Alors, ça me déplaît de dire ça, hein, mais clairement, je trouve qu'il y a beaucoup de canaux. Enfin, même John il disait, il y a beaucoup de paiements qui marchent pas parce qu'il y a tellement de canaux qui servent à rien. Et finalement, c'est une petite minorité du réseau qui fait tourner tout le réseau. Je sais pas si Fanny, si tu es d'accord avec ce constat, un peu plus ce stat. Ouais, ouais, plus ou moins. Je pense que c'est pas une fatalité. Et puis, il y a quand même quelques outils que j'ai pas eu le temps de tester encore et qui me paraissent prometteurs. Des trucs un peu plus en mode autopilote qui vont te gérer ça, mais comme un nœud de routage, mais en trouvant un peu tout seul ben, où est-ce qu'il faut ouvrir de nouveaux canaux et tu laisses un peu gérer. Parce que finalement, c'est des problèmes de data science, enfin, peut-être pas classiques, mais enfin, qu'on peut aborder, quoi, et qu'une machine peut traiter. Donc, je suis d'accord actuellement sur le constat, je pense, mais pas forcément pessimiste, on va dire, sur le futur. Mais c'est un choix aussi qu'on doit faire ensemble, quoi. Si tout le monde s'en fout, c'est clair que ça ira pas dans la bonne direction. Mais j'ai pas l'impression que tout le monde s'en fout, vu qu'on est là en train d'en parler. Ouais, je pense qu'il suffit juste qu'on ait des meilleures solutions. Tu vois, Embrel était une solution pour avoir les nœuds. On a une autre solution qui gérera parfaitement les canaux pour tout le monde. Je pense que tout le monde l'utilisera. Random, vas-y. Bah, je pense aussi, ce qu'il faut, comment dire, c'est que toutes les personnes comme ça qui ouvrent des canaux entre eux, etc., qu'ils se fassent des rapports entre eux sur si le canot il est profitable ou pas, ou si, comment dire, tout le monde est connecté à Kraken, ça sert à rien de tout savoir un canot sur Kraken. Si tu as deux potes qui peuvent faire un canot, toi tu te mets, comment dire, tu sais, tu prends ton nœud, tu fais un canot sur son nœud, et puis voilà, quoi, c'est terminé. Je pense aussi, voilà, faut de la communication entre guillemets entre administrateurs Lightning pour que le réseau soit optimisé, quoi. Un canal, des canaux. Oui, excuse-moi. Ah, Ouais, je suis complètement d'accord. ouais, je suis d'accord avec vous, mais ça marche à l'échelle des bitcoiners. Je pense qu'à grande échelle, faut créer des hubs un peu communautaires comme ça, où les gars lambda se pluguent sur nous, un peu comme s'il y avait une liste de nœuds bien connectés ou de routes, et les gens, quand ils débutent, par exemple, avant de découvrir Bitcoin, ils peuvent se connecter à l'un des 15 hubs qu'on propose, et comme ça, ils sont connectés à tout le réseau. Ça veut dire que eux, au lieu de passer par les grandes banques, les grandes institutions, les grands trucs centralisés, ils ont le choix entre plein de solutions moins centralisées qu'on proposerait pour eux, parce qu'on met en avant des communautés Lightning, comme tu l'as décrit. Alors là, si ça se trouve, je pars complètement en couille en imaginant un truc utopiste, hein. Mais je me dis que ça peut être une solution pour coordonner les nouveaux arrivants vers pas un truc centralisé comme je me connecte à 5 et Kraken et point barre. Ouais, et dans le genre, tu as une nouvelle implémentation de Lightning qui s'appelle Sensei, qui sont en train de développer. Et en fait, du coup, c'est un nœud principal qui peut avoir des sous-nœuds. Et du coup, tu peux imaginer quelqu'un, je sais pas, de la famille qui maintient le nœud principal et puis qui crée un sous-nœud pour chaque partie, pour chaque membre. Et l'avantage de ça, c'est que les clés privées de chaque sous-nœud, elles appartiennent aux membres de la famille ou de la communauté, tu vois. C'est centralisé, c'est un peu centralisé, mais pas trop non plus. Et comme ça, en fait, tous les sous-nœuds, ils sont connectés directement au nœud principal. Et puis, c'est lui qui gère la liquidité des canaux avec l'extérieur, en gros. Ça peut faire plein de petits hubs communautaires ou familiaux pour se connecter au Lightning Network. Et je suis pas mal comment l'avancement de ce truc et il faudrait que je teste dès que c'est utilisable. Mais c'est prometteur. Et ouais, Random? Ouais, je voulais dire aussi, bah, Lightning, c'est pas forcément un réseau centralisé. Faut pas oublier aussi que la décentralisation, c'est plusieurs entités centrales justement qui communiquent entre elles, etc. Sinon, c'est comment dire, voilà, c'est de la distribution ou les réseaux distribués, etc. Et Lightning, au final, ça ressemble bah, un petit peu au mail, etc. C'est comment dire, c'est un réseau fédéré.
Ouais, t'as Ouais, raison. Ouais, Ouais, ouais. Vas-y, vas-y. Ah non, j'allais dire c'est ça, Bitcoin est plus distribué, Lightning est plus centralisé. Mais vas-y, Nas ou Fanny. Vas-y, papa. non, pas mieux. Mais non, mais en fait, c'est vrai que je trouve qu'elle est pas mal l'analogie avec l'email aujourd'hui. Parce que bah, finalement, tu as encore quelques barbus qui vont faire tourner leur mail, leur serveur de mail chez eux, mais il y en a plus tant que ça, quoi. Et puis tout le monde se pose pas vraiment la question de savoir si, enfin, la plupart des gens vont aller chez un fournisseur. Et après, par contre, tu as une vraie compétition entre fournisseurs. Tu as vraiment des gens bah, qui arrêtent Gmail et qui passent sur ProtonMail. Voilà, ce genre de choses. Bon, après, c'est l'analogie vaut ce qu'elle vaut parce que ça s'arrête très vite puisqu'on est vraiment sur des trucs complètement différents. Mais en termes de décentralisation contre réseau distribué, effectivement, je trouve que c'est pas mal comme analogie. Ouais. Bah, après, si on Et est t'as réaliste, il y a aussi, vraiment personne qui fait tourner son email chez lui, quoi. Ou sur un serveur dédié, etc. Donc, enfin, j'aimerais mieux voir le Lightning par défaut plus distribué que ça, quoi. Ouais, Enfin, après, moi, pour vraiment. rappeler aux gens, faire tourner un serveur mail, c'est vraiment pas compliqué. Vous pouvez installer la distribution Unost ou Inch'Allah, Umbrel elle va vous installer un petit serveur mail en application, mais compliqué, ça. franchement, ça consomme très peu d'énergie et puis voilà, ça vous permet Non, mais de garder votre data. le faire tourner, c'est pas ça qui est le plus dur. Enfin, ça s'installe facilement avec des solutions comme Mailco ou ce genre de truc. Mais c'est plutôt le gérer le spam. Ça, c'est vraiment un enfer de gérer les spams sur un serveur mail. Il faut aussi que ton truc, il tombe jamais parce que, bah, du coup, s'il tourne pas, bah, tu reçois plus tes mails et c'est problématique. Ça m'est arrivé plusieurs fois avec plus d'espace disque. Je compte plus les fois que ça m'est arrivé. Et c'est pas le truc le plus pratique du monde. Et Umbrel pourra sûrement pas faire ça parce que du coup, ça a besoin d'être accessible 24 heures sur 7 sur le Clarnet. Et Umbrel, complexe. Enfin, je vois pas trop comment on pourrait faire ça pour l'instant, mais ok. Super intéressant en tout cas. Je regarde l'heure et je vois que elle a un peu tourné déjà. Je vous propose, sauf si quelqu'un a une remarque ou des questions supplémentaires, de passer au prochain sujet, qui est un rapide débrief de Miami. D'ailleurs, je ne sais pas si dans l'audience, il y a d'autres personnes qui étaient à Miami la semaine dernière, mais avec plaisir, n'hésitez pas à lever la main pour partager votre ressenti de la conférence. Euh, Bah, je me lance. Du coup, moi, j'avais la chance d'y être. Effectivement, j'ai passé la semaine à Miami la semaine dernière. Globalement, c'était un peu comme je m'y attendais, donc très américain. Donc, très américain, ça veut dire main stage, donc la scène principale, c'est très grandiloquent, des grosses punchlines. Au final, on ressort et on ne sait pas trop ce qu'on a appris. Euh, Même les annonces, donc il y avait eu quelques grosses annonces qui étaient teasées. Il y avait les annonces de Samsung, enfin, donc de ex-Blockstream et maintenant Jan 3, il a créé une nouvelle boîte. Et donc qui lui s'est spécialisé maintenant Samsung dans tout ce qui est pilule rouge auprès de nations-États. Et donc on s'attendait à quelque chose de lourd. Au final, c'est pas mal, mais enfin, notamment les dernières news sur Mexico, enfin sur le Mexique n'en est pas une en fait, hein, c'est une annonce d'annonce. Et puis ensuite, il y avait l'annonce de Jack Mallers qui était bon, pas mal, mais pareil, pas très clair, j'ai Ouais, trouvé. et si, Euh, si, ouais, si ouais, je peux juste rebondir sur l'annonce par rapport au Mexique, c'est une sénateur qui est venue annoncer elle allait discuter avec le président pour introduire une bill pour faire Bitcoin monnaie légale. Puis en fait, une semaine plus tard, dans les news, est apparu qu'en fait, elle a discuté d'une CBDC euh, avec lui, quoi. Donc c'est vraiment une longue news. Et pour rebondir rapidement là-dessus, ce qui m'étonne, c'est que du coup, Samson, se soit fait avoir, ou alors il est mauvais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il crée une société spécialisée là-dedans, il vient sur scène pour parler de ça, et elle, une semaine après, limite, elle le trahit en mettant une note vraiment CBDC, CBDC. Ça m'a vraiment un peu étonné, ça. Tu vois, peut-être mon point de vue. Ouais, Snitchy? Ouais, moi je pars du moment que
dès que tu essayes de pile l'État comme ça, enfin des États avec Bitcoin, bah, c'est que tu es un peu un vendu. Enfin, moi, j'aime pas justement voir que tu des États qui légalisent entre guillemets le Bitcoin, alors que en fait, bah non, ils te foutent dans un bac à sable et après ils te donnent des règles, ils te disent t'as le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça. Et ben voilà, t'as des personnes qui t'offrent ça sur un plateau, qui te font, oh, bah tiens, on a une CBDC totalement transparente, etc. Et forcément que ta Nancy Pelosi, elle va être toute contente. Ah, ça, là, je dis un Ouais, peu en mode coup de gueule, hein. non, mais moi je suis assez d'accord avec toi. Mais par contre, je relativiserai sur un point. Enfin, je relativise pas du tout ce que tu dis en soi, qui est qu'effectivement, je pense que c'est une perte de temps d'aller d'essayer de convaincre des hommes politiques, parce qu'en fait, à chaque fois qu'ils se prétendent bitcoiners, en fait, c'est plus une posture qu'autre chose. Si un jour on a des bitcoiners qui deviennent des hommes politiques, là, c'est différent. Mais en l'état, on n'y est pas encore, quoique il se passe des trucs au Texas. Mais par contre, par exemple, il y a eu une autre news annoncée par Samsung qui était Prospera. Donc Prospera, c'est une sorte de territoire autonome au Honduras, si je dis pas de bêtises. Et là, pour le coup, donc c'est le premier projet qu'il a annoncé dans sa conférence à Bitcoin Miami, et où là, pour le coup, le projet est pas vraiment tenu vraiment par des politiciens, de ce que j'ai compris, c'est plus des entrepreneurs un peu libertariens, enfin même assez résolument libertariens, euh, et ou avec vraiment une approche volontariste. Donc, ça peut peut-être marcher. Ça, j'en ai parlé avec quelqu'un qui participe pas directement au projet, mais qui côtoie un peu parce qu'il compte s'installer peut-être là-bas. Donc, ça a l'air plus intéressant, effectivement, et à mon avis, ça a plus de chances de donner quelque chose d'assez organique comparé aux approches qui visent les politiciens, qui sont toujours des trucs un peu forcés, qui marchent pas forcément très bien, enfin, qui marchent même rarement bien. Euh, voilà. Et, Donc, c'est pour ouais, nuancer un peu, quoi. Ouais. je l'avais dit la semaine dernière, il me semble, mais ce que j'avais pas trop apprécié, c'est que enfin, les politiciens qui sont venus sur scène, ils ont vachement tourné le truc, genre venez, on va pas vous taxer, quoi. Et pas du tout pour Bitcoin en lui-même. Et ça, bon, hein, voilà. Ouais. Ouais, Ouais. clairement. Fait, leur but, c'est pas du tout d'accepter Bitcoin pour toutes les raisons qui nous animent, c'est vraiment pour attirer les entrepreneurs et puis les riches Bitcoiners qui viennent investir dans le pays. Donc, ouais, ça passe à la face. Bah, c'est un Pour côté résumer, capitaliste, quoi. Genre, les mecs qui viennent puisque toi, t'as du gain à protéger et voilà, ils viennent chercher, entre guillemets, leur électorat, quoi. qu'on est d'accord, la solution viendra toujours du bas vers le haut et pas l'inverse, visiblement. Exactement. Et puis sinon, pour la conférence, ce qui était intéressant par contre, c'était que, clairement pour moi, les deux gros sujets qui ont été abordés à la conférence, c'était d'une part le minage et d'autre part Lightning. Donc on a eu effectivement, on en a parlé un peu au début des grosses annonces côté Lightning. Donc ça, pour le coup, c'était assez intéressant, même si bon, c'est pareil, c'est toujours à prendre. Par exemple, l'annonce de Robinhood, moi j'attends de voir un peu dans les faits ce qui se passe, quoi, même si je sais pas si c'est plus ou moins vrai, vu que je n'utilise pas du tout, mais à voir comment ça se passe, quels sont les termes et conditions qui s'appliquent exactement, etc. Je sais pas si quelqu'un a des données là-dessus. Puis il y a quand même Michael Saylor aussi, voilà, pendant son speech, nous a parlé de Lightning, a dit que tous les exchanges devraient l'implémenter s'ils veulent survivre, ce genre de choses. Donc bon, on voit un truc un peu, enfin voilà, on a vraiment des grands noms qui en parlaient pas trop avant, qui s'en emparent maintenant. Donc ça, c'est assez intéressant. Et ensuite, la partie minage qui était assez folle à voir, et pas que en termes de conférences. Bah, déjà, un des premiers signes, c'est qu'il y avait vraiment une scène qui était appelée le mining scene, quoi, le mining stage, pardon. Donc vraiment, il y avait une salle réservée pour les discussions sur le minage. Et ensuite, dans la partie salle d'exposition, quoi, qui ressemblait à, enfin, c'était un énorme hangar, quoi, en mode salon de l'agriculture, mais avec des bitcoiners. Je pense qu'il y avait à peu près un tiers des entreprises qui avaient un stand qui étaient des entreprises de minage américaines. Donc c'était assez énorme. Il y a vraiment une grosse industrie qui s'est développée là en un an et demi. Et puis ça allait de trucs vraiment qui te proposaient de faire du hosting de mineurs jusqu'à des mecs comme Upstream Data qui montraient leur black box là, qui permet de miner depuis chez soi en diminuant le bruit. Donc il y a vraiment
l'éventail du mining, depuis les trucs les plus euh, centrés entreprise vers les trucs les plus centrés pour les individus. Donc c'était assez intéressant à voir cette partie-là. Ouais. Ouais. Ouais, merci. Je voulais revenir sur déjà Robin Hood. Pour ceux qui n'ont pas vu sur Twitter, le PDG ou directeur ou peu importe, Vlad, le créateur, derrière, il a quand même retweeté en disant que Dogecoin pourrait marcher aussi bien que Lightning et que du coup, c'était une solution pour faire des microtransactions et qu'il fallait retravailler la taille des blocs pour les rendre dynamiques par rapport à Internet et l'usage. Bref, enfin, vous imaginez bien notre avis à nous tous, hein, du bon même blockchain bullshit. Elon Musk a rebondi. Donc quand lui, il accepte Lightning, pour moi, c'est un coup de buzz. C'est en mode, il est obligé parce qu'il se rend compte qu'il y a bien quelque chose. Après, que ça soit Lightning ou autre chose, je pense que même lui, il n'a pas très bien compris. Donc c'est juste, au moins, je me positionne. On verra après, une fois qu'on a étudié. Et par rapport au minage, ça, c'est vraiment la différence fondamentale. Et je prends un petit peu la voix pour Guillaume, hein, parce il a dû nous quitter. Mais la différence d'adoption entre les US, Texas et nous, la différence de là-bas, il faut prouver que ça pollue pas, on va innover, on va trouver les solutions comparé à nous, c'est juste deux mondes. Donc ça m'étonne pas qu'ils aient vraiment mis le paquet cette année là-dessus, parce que comme tu disais, même les politiciens, ils ont besoin de preuves que le minage pollue pas pour après faire du lobby auprès de Washington et tout le bazar. Donc c'est le grand sujet en ce moment de prouver que Bitcoin ne pollue pas avec des chiffres pour eux. Donc intéressant. Moi, ce que j'ai trouvé drôle, c'est quand, je crois que c'était Elon Musk ou je sais plus qui avait dit, ouais, il faut des blocs de 1 giga toutes les 10 secondes. Tu te dis, non, mais il y a aucune connexion aujourd'hui qui est capable de te faire ça, moins si t'es branché sur le câble sous-marin, quoi. Genre, soyez réaliste. Non, mais il vit vraiment dans un autre monde, hein. Il dit c'est s'adapter aux capacités d'Internet actuelles, mais moi, je sais pas où, mais chez moi, j'ai chez moi d'un mégaoctet par seconde. C'est pas demain que je pourrais faire tourner un nœud comme ça chez moi. Après, c'est vraiment pas leur but, hein. Mais bon, on va pas repartir dans les débats big blocker vs small blocker. Non, mais par rapport à Elon, ce qui est rigolo, c'est que derrière, il rachète 100 millions de Bitcoin, enfin 100 millions de dollars en Bitcoin. Donc, il veut pas utiliser Lightning, il troll sur Dogecoin, il s'amuse à dire des conneries sur Twitter, mais n'empêche que quand tu suis l'argent, Tesla, ils investissent dans Bitcoin et ils ont pas vendu non plus. Donc, bon, je pense pas qu'il a atteint là où est-ce qu'il est aujourd'hui en étant con. Donc, c'est juste un troll, je pense. Par contre, Vlad, je suis pas sûr, je sais pas. Tu vois, c'est un peu, je comprends pas Non, pourquoi d'un coup il Vlad, parle il de est ça. très sérieux. Vlad, il est très sérieux, je pense, et Elon, je pense, on saura jamais. À chacun de ses tweets, on a toujours le doute. Donc, Et Fanny, tu as pu voir un petit peu la open source space? Enfin, il y avait un truc un peu plus dev. Ouais, ouais, bah, ça effectivement, donc il y avait un stage open source qui était animé principalement par Matt Odell. Et pour moi, c'était ça le plus intéressant, on va dire, de la conférence. Bah, c'était là qu'il y avait les discussions voilà, les plus orientées dev, les plus orientées techniques. Même si en soi, le niveau était. Enfin voilà, il n'y avait pas besoin d'être un technicien Bitcoin ou Lightning pour pouvoir suivre les débats, c'était assez clair. C'était presque même frustrant par moment parce que bah, quand on est un peu technicien, on n'a pas forcément l'impression de sortir en ayant appris quelque chose, mais de toute façon, je sais pas si c'est le but de ce type de conférence. Mais c'était très sympa. Il y avait aussi un stand Raspi Blitz qui était à la base dans la salle de l'open source stage, mais qui a fini par sortir de la salle, je pense, parce que ça cohabitait pas forcément très bien. Mais voilà, c'était assez cool de voir qu'il y avait ça aussi. Euh, donc ouais, clairement, l'open source stage, c'était le plus intéressant. Bah, le reste, c'était très Bitcoin en mode NGU, quoi. Notamment le main stage, hein. Puis il y avait pas mal de shitcoiners aussi, on va pas se mentir. Mais voilà, donc c'était quand même assez cool d'y aller. Nous, on y allait pour networker, on a pu rencontrer pas mal de monde. Et voilà, donc c'était assez sympa. Et petite dédicace à l'orga quand même, qui a fait un gros boulot, je pense. Euh, enfin voilà, il y avait plusieurs milliers de personnes. J'ai pas vu un mec du staff courir une seule fois, donc je pense qu'ils avaient bien préparé les choses en amont, parce que c'est assez remarquable que ça fasse pas effet fourmilière dès qu'il y a un petit truc qui se passe pas bien. et puis, ils ont fait quoi? Voilà. 50 millions de bénéfices? Pas Ah ouais, c'est mal. vrai? Ah ouais, ouais. La vache, j'avais pas vu ça. Eh ben.
Putain. Et ce qui était assez C'est cool GG aussi, ou c'est c'est GG ou 200 qui m'a dit ça avant-hier. bah, d'un autre côté, quand tu fais payer la place et que tu fais payer bah, les stands dans la partie expo, bah, effectivement, tu finis par pouvoir engranger des trucs. Et puis tu as les sponsors, etc. Je sais pas Bah, exactement, ouais, c'est effectivement. surtout les gros sponsors, genre Mara, etc., Ouais, qui ont bien fait. C'est le truc, je pense. Mais ils s'en sortent vraiment pas mal, hein, parce que générer autant avec un event, on sait pas, tu non, vois. c'est clair. Et t'as pensé quoi de l'annonce de Jack? Et sur place, t'as pu parler un peu avec des Américains? Est-ce que ils comprennent? Est-ce qu'ils veulent utiliser Bitcoin? Ok, je suis assez curieux là-dessus. Parce que nous, on n'a pas le droit de l'utiliser, mais eux, oui. Alors, l'annonce de Jack, déjà, bon, en fait, elle était pas ultra claire dans la salle, hein. J'ai trouvé, enfin, il y avait plein de trucs encore à définir. Euh, j'ai l'impression, moi, maintenant, avec le recul, que c'est pas vraiment Shopify qui a intégré Strike, c'est Strike qui a intégré Shopify, ce qui est quand même différent. Ouais, c'est ça, c'est un plugin, quoi, Shopify, je pense. Ouais. Et ensuite, après, la news des Point of Sale, donc la news pour ceux qui l'ont loupé, c'est que Strike a fait un partenariat avec plusieurs, je crois, hein, des plus gros éditeurs de logiciels pour les bandes de paiement, donc les trucs, les caisses, quoi, les caisses enregistreuses dans les magasins, pour intégrer Strike dessus. Donc c'est quelque chose après que chaque magasin doit pouvoir, enfin, doit décider s'il a envie d'avoir Strike ou pas. Donc c'est ça effectivement l'énorme si, la grosse inconnue. Je sais pas à quel point ça sera adopté. Mais ça, pour le coup, c'est quand même assez intéressant. Après, bah, la présentation, voilà, c'est américain, c'est un peu marketing, c'est-à-dire qu'on prétend qu'on a enlevé tous les intermédiaires qui font Waza dans le système traditionnel, mais en vérité, en fait, on a Strike au moins un endroit qui s'occupe d'à chaque fois de récupérer les bitcoins et de les transférer en fiat, enfin, de les transformer en fiat. Mais bon, ça, c'est pas vraiment dit, même si tout le monde le sait. Donc j'attends de voir à vrai dire. C'est pas inintéressant, mais moi je préférais quand même que les commerçants utilisent des trucs bah, comme BTCP. Voilà, faut accepter vraiment des bitcoins, mais bon, c'est sûr que si on attend ça, on n'aura jamais d'adoption. Mais voilà, enfin, faut reconnaître, enfin, faut réaliser que pour de vrai, utiliser des solutions qui passent par Strike comme ça revient à vendre ses bitcoins en fait, hein. Bon, voilà. Euh, Pas franchement vendu sur le truc. Ouais, Et puis, ouais, j'allais se dire que c'est vrai que du coup, t'as pas d'intermédiaire au niveau du client, vu qu'il peut payer avec n'importe quel wallet Lightning, mais le commerçant, il est obligé de supporter Strike et, et passer par eux pour faire la conversion automatique. Ou pas d'ailleurs, s'ils veulent pas. Et ouais, Sneaky. Ouais, moi j'allais demander si c'était que aux US, parce qu'au pire, enfin, on va avoir des marchands français déjà, on leur propose Strike, tu sais, comme nouveau processeur de paiement. Tu leur expliques que tu as Bitcoin dessus, machin, que tu peux sortir des fiat. Et le jour où le mec comprend à quoi sert Bitcoin, tu peux commencer à lui expliquer comment faire tourner son BTCP, etc., quoi. Alors, Strike, ouais, ouais, je c'est pense que qu'aux c'est pas en US. France. Vas-y, Vanis. Non, pardon. C'est qu'aux US, ouais. Enfin, en tout cas, c'est pas en France. Ça doit être aux US et aux endroits où Strike est déjà dispo. Il y a OpenNote qui fait la même chose. Je sais pas s'ils sont disponibles en France. Il il y avait A5 qui faisait un truc équivalent. Ah non, remarque, il faisait pas la conversion A5. Non, non, pas du tout. Il y a OpenNote qui C'est fait la même chose. Ouais, j'ai fait un crash course OpenNote, ce que j'utilise pour le site e-commerce, parce que je voulais tester. C'est bon, c'est KYC, mais c'est vraiment bien. Ça gère tous tes canaux Lightning, ça prend 1% de frais. C'est une conversion automatique en euros si tu as envie. C'est intégré à Shopify, WooCommerce. Franchement, c'est ce qu'utilisait McDonald's, hein. C'est la meilleure solution aujourd'hui dans le marché. Et les concurrents directs, c'est BTP Server, où tu as zéro frais, tu es anonyme. Et par contre, tu dois gérer ta liquidité Lightning. Aujourd'hui, un marchand en France, ils s'emmerdent pas, hein. OpenNote, ça marche bien. Après, c'est pas connecté directement là où tu mets la carte, comme Strike essaie de faire avec le partenariat. Mais si, comme tu dis, c'est-à-dire que chaque magasin doit décider d'accepter Bitcoin, on en est très loin, tu vois. Et c'est là où la différence avec la conf à Salvador, t'avais pas un seul Bitcoiner qui a pas pris une photo en train de payer son café en Bitcoin ou son McDonald's en Bitcoin pour le mettre sur les réseaux. Tu aurais eu la même chose
aux US, ou si vraiment son système c'était en mode c'est bon, tu peux payer Bitcoin partout, Twitter serait rempli à 100% de personnes qui veulent juste tester et qui mettent leurs photos en mode hey, regardez, j'ai pu payer en Bitcoin à Miami, ce qui n'était pas le cas. Donc clairement, ça prouve que après son annonce, personne n'a couru dans la rue pour dépenser ses Bitcoins. Pour moi, ça c'est juste, ça prouve que son système, enfin, c'était de la hype plus qu'autre chose. Je suis peut-être mauvaise langue, hein, mais c'est un peu mon ressenti. Non, mais clairement, c'est ça. Et puis ça rejoint la deuxième partie de ta question sur est-ce que c'est accepté. Moi, j'ai pu tester un peu déjà aux abords de la conférence. Il y avait, et même dans la conférence, d'ailleurs, il y avait des food trucks ou des petits stands pour acheter de la nourriture. Et là, tout le monde avait un terminal de paiement IBEX. Donc IBEX, c'est un peu comme OpenNode. Ils sont en Amérique latine, je crois. Et pour le coup, ça, c'était assez cool. Ça marchait plutôt bien, d'ailleurs. Moi, je payais avec Zeus, qui était connecté à mon propre nœud à la maison, donc de l'autre côté de l'Atlantique, quoi. Donc il y avait forcément un léger délai. En plus, ça passait par Tor. Mais à part ça, le paiement marchait. C'est plus une question de connexion Internet, quoi. Et une fois que le paiement était parti, c'était instantané de l'autre côté. Donc c'était assez impressionnant de voir ça. Euh, Enfin, assez impressionnant. J'espérais quand même que ça marche bien, quoi. Mais avec son propre nœud, c'est jamais vraiment une certitude quand on n'a pas la même liquidité que les grands hubs. Euh, et par contre, après, dès que tu allais un peu ailleurs dans la ville, donc il paraît, moi, on m'a dit que Ibex avait essayé un peu quand même de faire en sorte que quelques magasins dans Miami l'acceptent. Apparemment, il y en a quelques-uns qui ont franchi le pas. Mais effectivement, j'en ai vu quelques-uns, mais encore une fois, c'était vraiment uniquement à Miami Beach, donc dans la partie de la ville qui était vraiment pas loin de la conférence. Et après, même, j'ai pu parler avec des gens qui étaient vendeurs dans des magasins, donc des employés de magasins, et qui me disaient que bah, ils pensaient que les patrons allaient jamais, enfin, on n'en était pas du tout à ce stade de la discussion, quoi. C'était sûr que ça allait pas venir tout de suite d'accepter Bitcoin, quoi. Donc l'employé en question, par exemple, était Bitcoiner et voilà, il disait, ben, les patrons, ils veulent pas, ils pensent que ça sert à rien, quoi, en gros. Hein, et bon, l'employé, lui, était orange peel à mort, donc lui disait, bah, tant pis pour eux, ils vont devoir fermer dans 5 ans. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'effectivement, on n'y est pas. Et c'est pas parce que il y a la possibilité technique que ça va forcément se traduire en réalité opérationnelle très rapidement, je pense. Après, on ne sait pas, ceci dit. Hein. Si l'inflation Bah, continue comme elle va, là, c'est ce voilà. que j'allais te dire ça, j'allais dire l'inflation elle continue, ils vont peut-être réagir vite. Après aux US, ils peuvent remonter les taux. Mais bon, ça c'est un peu plus technique, mais du coup, ça va être plus compliqué. Enfin, ils peuvent le pallier différemment. Ouais, et puis tu as quand même aussi, enfin, c'est pas parce que, enfin, il y a beaucoup de gens qui voient pas encore le rapport, je pense, hein, entre Bitcoin et le côté ben, résistance à l'inflation, enfin, en tout cas, Et, déconnexion par rapport aux monnaies fiduciaires. et c'est normal, Fanny, vu que l'inflation a été créée par Poutine. C'est la guerre qui crée Ah oui, l'inflation. ah oui, pardon, excusez-moi. Je me laissais aller à des théories conspirationnistes, pardon. Espèce de psychopathe. Et ok, moi je veux qu'on attaque le sujet 3, s'il n'y a plus personne qui veut dire, parce qu'il y a un viewer qui m'a littéralement posé la question du sujet 3 aujourd'hui même. Donc j'ai besoin de ta connaissance, Fanny. Oh, ça marche. Bah, je pense que Lounès, enfin même Random, enfin bon. Ouais. Ouais, la question du coup pour placer le contexte, c'était bah, quelle wallet Lightning utiliser en gros, qui est une question plus riche qu'il ne peut paraître au premier abord, parce qu'en fait tous les wallets Lightning sont un peu différents, mais en gros il y a déjà deux grosses catégories. D'une part il y a les wallets custodiaux, donc c'est les wallets où vous contrôlez vraiment pas vos clés. Euh, donc c'est par exemple Wallet of Satoshi et qui sont vachement cool pour certains aspects, qui sont que ben, en général, enfin, c'est complètement gratuit, c'est ultra facile. Donc vous installez le wallet, vous appuyez sur un bouton, vous pouvez recevoir, envoyer du Lightning, enfin des bitcoins sur Lightning sans problème et tout. Et le gros inconvénient, c'est que vous n'avez pas vos clés, donc en fait, c'est pas vos bitcoins, c'est pas vos canaux. Vous passez juste par bah, les canaux du fournisseur du wallet, donc Wallet of Satoshi, Blue Wallet par exemple. Et donc, si un jour ils décident de partir avec vos fonds, bah, ils partent avec vos fonds et vous n'avez aucun moyen vraiment de prouver qu'ils avaient des fonds à vous dans les canaux. Si un jour ils ont tout simplement une panne, donc un problème, ben, vous êtes bloqué, vous pouvez pas utiliser vos fonds à ce moment-là.
Si un jour ils reçoivent une injonction de la part d'un tribunal ou d'un gouvernement directement qui, imaginons, pourrait décider de bloquer des fonds sans intervention d'un tribunal, euh, ben, ça peut arriver. Voilà, donc enfin, bon, c'est le classique not your keys, not your coins. Euh, mais effectivement, voilà, c'est quelque chose à contrebalancer. Perso, moi, pour des gens dont c'est la première utilisation de Lightning et pour des petits montants, c'est pas quelque chose que je dirais de décourager à tout prix. Ça permet de se familiariser, ça permet de l'utiliser. C'est ce qu'on avait utilisé quand on avait fait un petit workshop à Surfing Bitcoin avec John et Lounès. Parce qu'effectivement, voilà, c'est gratuit d'utilisation, enfin quasiment, et c'est très simple à utiliser. Et ensuite, il y a la deuxième catégorie qui sont les non custodiaux, donc ceux que vous avez vos propres clés. Et après, ce que ces wallets vont faire en général, c'est essayer de gérer un peu les canaux à votre place pour pas que vous ayez à ouvrir vos canaux vous-même, etc. Donc c'est des wallets comme Phoenix et Breeze. Et donc ce qui se passe en gros, c'est que vous allez, quand la première fois vous allez envoyer des fonds là-dessus, vous allez envoyer des fonds soit on-chain, soit via Lightning. Mais vous n'avez pas encore de canaux. Et donc, vous allez les envoyer pour de vrai au nœud de l'entreprise qui gère le wallet, donc par exemple A5 dans le cas de Phoenix, euh, et qui va du coup utiliser ces fonds pour vous ouvrir un canal. Et donc, ça sera un canal entre vous et l'entreprise du wallet, donc A5, et ils vont ensuite pousser les fonds dans ce canal. Et ils vont prélever une petite commission pour l'ouverture de canal qui correspond d'une part aux frais qu'ils ont dû payer sur Bitcoin on-chain pour payer la transaction d'ouverture de canal. Et puis ensuite, une petite commission qu'ils prennent pour le service. Et après, par contre, voilà, ils vous ouvrent un canal qui est suffisamment grand pour que vous puissiez recevoir à nouveau ensuite d'autres paiements, pour que vous puissiez en envoyer par la suite, etc. Donc, après les premiers frais que vous avez payés, vous payez toujours les frais de routage classiques de Lightning, mais vous êtes à peu près parti pour pouvoir utiliser Lightning de manière à peu près indépendante. Et la seule chose qu'il faut avoir en tête, c'est que du coup, si vos canaux sont tous ouverts entre vous, donc votre nœud qui est sur votre téléphone, et le nœud de A5. Et donc, si A5, le nœud d'A5 arrête de marcher, vous pouvez pas envoyer les bitcoins via Lightning ailleurs. Parce qu'en fait, vous pouvez pas créer de route vu que vous devez toujours systématiquement passer par A5 et que leur nœud est hors ligne. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est, comme vous avez vos propres clés, vous pouvez toujours fermer le canal euh, et récupérer vos fonds on-chain. Donc voilà, c'est ce qui fait que si par exemple A5 venait à disparaître, à faire faillite du jour au lendemain, bah, vous ne perdez pas vos fonds. Vous pouvez quand même les récupérer on-chain. Euh, donc ça, c'est les deux grands types de wallets entre guillemets managés, donc vous n'avez pas trop de gestion à faire. Et puis ensuite, il y a le troisième type qui est les wallets auto-hébergés, quoi, enfin les vrais wallets, ceux où vous êtes complètement souverain. Et donc là, ben, c'est utiliser par exemple quelque chose comme Umbrel qui vous permet d'avoir votre propre nœud Bitcoin et Lightning à la maison. Et ensuite, vous pouvez le connecter très facilement à une application comme Zeus. Donc moi, c'est ce que j'utilisais par exemple à Miami pour faire des paiements, qui en gros voilà, vous propose une interface utilisateur assez simple avec une bonne UI, une bonne UX pour pouvoir utiliser votre nœud à distance pour faire des paiements. Et donc voilà, le gros inconvénient, c'est que vous devez gérer votre liquidité et vos canaux vous-même. Et donc, il faut que vous vous assuriez vous-même, c'est vous le responsable d'être sûr que vous avez assez de liquidité au bon endroit pour pouvoir faire les paiements que vous avez envie de faire. Lounès, je t'en prie. Ouais, je voulais juste poser une question par rapport à Phoenix. Y a pas une manière simple de récupérer tes fonds on-chain s'ils disparaissent via leur application ou un truc comme ça, quoi. T'es obligé de réimporter dans un éclair ou n'importe où. Ouais, je crois, ouais. Il me Parce que semble que en gros, tu récupères. Pardon, vas-y. ouais, tu sais si Eclair utilise BIP39 ou alors ils ont un truc à la con comme, comme LND. Je crois que c'est BIP39. Il me semble. Pas sûr à 100%, mais il me semble que eux, justement, oui, c'est ça. C'est BIP39 qu'ils utilisent. Ouais. Ok, parce que ouais, juste pour préciser, LND ils utilisent un format de seed qui s'appelle IZID, qui est assez spécial et en fait qui inclut la date de création du wallet pour pouvoir rechercher plus rapidement les fonds quand tu le réimportes. Et du coup, ça, c'est pas importable sur tous les autres wallets, contrairement à une SIM 39. Mais du coup, ouais, si tu peux réimporter ta SIM n'importe où et avoir accès à tes fonds, c'est nickel. Et ma deuxième question, c'était,
est-ce que tu vois dans le futur un Phoenix Wallet où on peut choisir son nœud trampoline auquel se connecter ou pas? Ou par exemple, tu aurais un set de nœuds trampoline qui connaissent l'existence de ton nœud et si ils reçoivent une demande de paiement vers lui, il ouvre un channel. Peut-être réexpliquer les trucs trampoline pour les viewers, Fanny. Ouais. Ouais, enfin, En fait, à vrai dire, enfin, la caractéristique, pardon, vas-y, ouais. Là, le caractère trampoline du nœud n'a pas vraiment de rapport direct avec le fait que, enfin, il y a plusieurs trucs, quoi. Il y a les, enfin, je comprends ta question, hein, mais comment dire? Euh... bah, Enfin, tu vois, par exemple, sur Brice, c'est ouais, un peu le même fonctionnement, mais c'est pas un trampoline. ok. Mais la différence des nœuds trampolines, c'est que c'est lui qui s'occupe de calculer la route, non? C'est ça. Ouais, ouais. Tu lui envoies juste à lui, et lui, après, il va soit l'envoyer à un autre trampoline, soit l'envoyer directement, enfin, trouver une route qui va jusqu'à ta cible finale. Ouais, mais du coup, ton nœud éclair qui est dans ton Phoenix, il n'est pas capable de calculer une route. Non, Il non, passe par ton exactement. réseau, Ouais. etc. Donc, il est obligé d'utiliser les nœuds trampolines. Exactement. Mais tu vois, par Mais, exemple, Breeze, lui, quand tu rouvres Breeze après l'avoir fermé pendant quelques jours, c'est un enfer, ouais. au début, tu vas voir il fait un sync du graphe. Donc, en fait, sur Breeze, par exemple, tu vas avoir ton propre graphe. Et donc, c'est toi qui Ouais, calcule la route. ouais, Mais tu passes quand même ils forcément utilisent par LND. le Breeze. Ils utilisent Ouais, LND, mais enfin, ouais, ouais. c'est vraiment un enfer. Moi, j'ai passé une journée entière à pas pouvoir faire de paiement. Ils pouvaient me calculer aucune route alors qu'il était synchronisé et tout. Franchement, enfin, j'ai désinstallé ce truc. Ah C'est ouais, moi, j'ai vraiment un jamais eu enfer. ouais, jamais eu de problème Mais, comme ça, effectivement. Mais mais ouais, c'était bizarre. Mais ouais, mais du coup, ma question, j'ai dit trampoline parce que sur Phoenix, t'as pas d'autre alternative qu'utiliser un autre trampoline. Mais du coup, la question, c'était plutôt, euh, parce que de base, ton nœud, il est caché sur le réseau, puisqu'il a que des channels non publiés. Parce que le réseau connaît ton nœud si tu as au moins un channel public, il me semble. Et du coup, est-ce que tu pourrais annoncer ton nœud à d'autres nœuds, genre leur dire qu'il existe à quel endroit, pour que si jamais ils reçoivent une demande de paiement vers ton nœud, qu'ils puissent t'ouvrir un channel, comme un, et que ces nœuds-là sont forcément trampolines. Enfin, je sais pas si tu comprends la question. ouais, ouais, je comprends. En fait, pour pas dépendre que du nœud d'A5, pour qu'ils puissent avoir des alternatives. Bah, je pense que c'est complètement possible. D'ailleurs, vu que le code de A5 est open source, je pense que c'est pas impossible de le construire dès maintenant. Une application où au début, quand tu initialises ton wallet, tu peux choisir, par exemple, euh, enfin, quel nœud tu veux qu'il ouvre, enfin, qui tu veux qui ouvre un canal vers toi pour recevoir les premiers fonds. Et, euh, et après, Et tu peux décider que le prochain canal qui soit ouvert, parce qu'en fait, le truc, c'est aussi qu'il faut avoir un canal privé, du coup, vers chaque nœud trampoline que tu veux pouvoir utiliser éventuellement à un moment dans ta vie. Donc, ça veut dire que bah, si tu veux, pour garder de la résilience, avoir trois nœuds trampolines accessibles, il te faut trois canaux privés au minimum. Après, c'est pas forcément un problème. Enfin, moi, par exemple, sur mon Phoenix, j'ai six canaux ouverts et tous vers A5, quoi. Donc, ça se fait d'avoir plusieurs canaux sur son nœud Phoenix. Donc, ouais, ouais, complètement. Et je pense que ça ouais, sera assez sain ouais. même. Mais tu peux voir, enfin, quand tu démarres ton Phoenix pour la première fois, t'as aucun canal dessus. Et Ouais. A5, il connaît que ton nœud existe quand il reçoit un paiement qui doit te router. Parce qu'il connaît l'ID de ton nœud. Enfin, ton node ID. Ouais. Ouais, bah là, tu fais une Et, application, mais qui et communique avec plus de providers. voilà, c'est ça où tu as des providers avec des nœuds trampolines où en fait, quand quand tu initialises l'application, en gros, tu leur envoies ton node ID. Et comme ça, ils arrivent à te créer un channel si jamais ils reçoivent un paiement qui va vers toi. Et du coup, on pourra imaginer un truc où tu peux sélectionner un set de nœuds et puis, je sais pas, c'est le premier nœud qui reçoit le paiement, et ben c'est lui qui t'ouvre. Et au lieu de renvoyer un. Et une fois qu'il l'a ouvert, il confirme le paiement et du coup, ils essaient pas d'être nœuds. Ok, ouais, ça pourrait être cool à voir. Parce que on dépend vachement d'A5 pour l'instant avec Phoenix. Mais ouais. Ouais, 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 clairement. Et puis, ça serait même pas trop compliqué à voir. Faut juste réussir à gérer ton gros nœud trampoline pour supporter suffisamment de wallets, tu vois.
et avoir les fonds à mettre dedans. C'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, je crois qu'Eclair, justement, ils ont fait leur implémentation. Enfin, l'une des trucs qu'ils avaient à l'esprit, c'est justement d'avoir la capacité de gérer ce genre de contraintes-là. Et donc, finalement, peut-être que ce serait pas que du A5, mais peut-être qu'aujourd'hui, Eclair est l'implémentation la plus optimisée pour gérer ce genre de choses. Euh, mais d'ailleurs, ce que tu dis là sur donc sur les wallets type Phoenix, donc qui utilisent les nœuds trampolines, euh, et donc la possibilité d'en avoir une espèce de marketplace de fournisseurs de services auxquels tu peux te connecter, ça me fait penser en fait à une catégorie de wallets Lightning dont j'aime bien parler aussi, qui sont des wallets custodiaux, mais qui sont peut-être les moins pires des custodiaux, qui sont des wallets où en fait vous avez ce qu'on appelle des hosted channels, donc des canaux hébergés, qui sont en fait des canaux qui ne sont pas backés par une transaction d'ouverture on-chain, donc c'est des canaux qui, du point de vue du reste du protocole, n'existent pas. Mais en fait, vous avez quand même un échange de garanties cryptographiques, on va dire ça comme ça, entre la personne qui vous fournit un canal et vous. Et donc, c'est des canaux hébergés, mais où vous calculez vous-même la route sur votre appareil, donc sur votre téléphone en l'occurrence, et c'est pas le fournisseur du canal qui doit calculer la route à votre place. Et ensuite, ce que ça veut aussi dire, c'est que si jamais le mec qui vous fournit le canal se barre avec les fonds, vous avez quand même une preuve cryptographique que vous aviez des fonds dans le canal et qui étaient à vous. Et donc, vous pouvez prouver à tout le monde que vous êtes fait enfler. Donc, c'est peut-être une mec consolation, mais c'est déjà ça. Et donc, voilà, c'est les moins pires des wallets custodiaux. Et donc, il y a Simple Bitcoin Wallet, SBW, qui fait ça. Alors, je sais pas si je le recommanderais aujourd'hui parce que par défaut, il va vous ouvrir un canal hébergé avec le nœud de Simple Bitcoin Wallet, mais qui se trouve a priori en Ukraine. Donc, c'est peut-être un peu incertain en ce moment. Mais je crois qu'il y a Fiat Jaf aussi qui justement a son service de canaux hébergés que vous pouvez ouvrir. Effectivement, vous pouvez demander un canal hébergé depuis Simple Bitcoin Wallet à Fiat Jaf. Et donc, ça montre en fait déjà la puissance de ce côté un peu marketplace. C'est-à-dire que vous avez une application et depuis cette application, vous pouvez demander des canaux hébergés à ben, tout un ensemble de fournisseurs de services et avec des garanties plus importantes en termes de privacy et de possession des bitcoins qu'avec des canaux, enfin avec des applications custodiales classiques comme Wallet of Satoshi par exemple. Ok, super, bah, merci beaucoup, c'était très clair. J'ai une question beaucoup moins technique et directe par rapport aux viewers, moi. Blue Wallet, on peut se connecter à son propre nœud. Dans ce cas, en fait, le portefeuille devient la meilleure solution vu qu'on est directement sur notre umbrelle. Si on ne l'est pas, c'est comment? C'est du full custody, c'est du shared custody, si Blue Wallet décide de se barrer avec la thune, il peut se barrer avec la thune. Est-ce on a un backup puisqu'on prend un screenshot à la création du portefeuille? Est-ce que c'est comme A5, on peut le recréer ailleurs? C'est quoi un petit peu techniquement, si vous savez? Bah, ça fonctionne comme LNBits, LNBits. En fait, c'est juste une base de données que eux ils ont, où ils ont ton ID de wallet et puis ils savent combien de sats tu as. Donc, tous les paiements qu'ils reçoivent et qu'ils envoient, c'est directement sur leur nœud et juste ils mettent à jour leur base de données. Donc, toi, quand tu crées un Blue Wallet, le truc que tu sauvegardes, en gros, c'est l'ID de ton compte dans leur base de données. Et puis, quand tu reçois tes sats pour la première fois, eux, ils reçoivent les sats sur leur nœud Lightning et puis ils marquent dans leur base de données, dans la case wallet de Roxy, 1000 sats, tu vois. Ok, donc on est d'accord, Donc ils c'est font full faillite, custody. ils se barrent, t'as plus de Exactement. thunes. On est 100% d'accord, ok. Exactement. Et quand tu connectes ton propre nœud, en fait, tu utilises un petit programme qui s'appelle LND Hub, qui en fait reproduit ça, mais avec ton nœud. Donc avec LND Hub, tu peux avoir, en fait, ça permet de gérer une base de données par-dessus ton nœud pour faire exactement la même chose. Du coup, avec ton LND Hub, tu peux gérer plusieurs wallets, Blue Wallet sur ton nœud. C'est Attends, la ça c'est même super chose. intéressant. Pour ma compta, c'est super intéressant. Donc, tu es en train de me dire qu'avec mon Umbrel, je peux imaginer plusieurs comptes Lightning avec différents wallets pour qu'après, je puisse facilement faire ma compta en mode un portefeuille pour un truc, mais tous connectés à la même liquidité qui est mon Umbrel. Ouais, ouais, exactement. Et par contre, le problème de ça, enfin le problème entre guillemets, c'est que du coup, tu peux pas, enfin, faut pas toucher à tes fonds directement depuis le nœud.
parce que la base de données, elle est indépendante du nœud. Et si tu fais un paiement depuis ton nœud, ça ne sera pas pris en compte dans la base de données. Donc, si tu as, je sais pas, 100 000 sats sur ton nœud et que tu en as 50 000 dans deux wallets LND Hub, Blue Wallet, tu vois, si tu choisis d'envoyer 50 000, ça sera encore marqué dans la base de données 50 000, 50 000. Par contre, tu n'auras plus que 50 000 sur le nœud. Donc, Ok, par enfin, contre, tu rajouter, tu ouvrir veux pas d'autres aller les deux. canaux, je peux. Ouvrir des canaux, tu peux, etc. Mais tu peux pas faire de paiement depuis ton nœud. Enfin, tu Ok, peux, mais ouais, ça je limitera la comprends. base de données, quoi. Tu vois ce Ok, que je veux dire. nickel. Vas-y, Fanny. Ouais, effectivement, ouais, c'est très intéressant le côté, le fait de pouvoir devenir son propre Blue Wallet, enfin son propre fournisseur de services Lightning à la place de Blue Wallet via LND Hub. Euh, oui, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a quand même un truc intéressant aussi avec LND Hub et Blue Wallet, c'est une espèce de pseudo-portabilité. C'est-à-dire que par exemple dans Alby, qui est une extension de navigateur qui vous permet d'avoir un wallet Lightning dans votre navigateur, qui est vachement cool pour interagir avec euh, des web apps, hein, donc typiquement LN Market par exemple, hein, pour ne citer que celle-ci. Vous pouvez importer un wallet LND Hub dans Alby. Et donc par exemple, vous pouvez importer votre wallet qui est dans votre Blue Wallet dans Alby et vous pouvez du coup gérer les fonds de votre Blue Wallet directement dans le navigateur. Donc après, ça n'empêche que, enfin voilà, si le Blue Wallet s'est barré avec les fonds, ils sont barrés avec les fonds et importer le wallet dans Alby, ça va rien changer. Mais en tout cas, tant que tout va bien dans l'utilisation, c'est quand même assez cool parce que ça fait que vous pouvez interagir avec votre wallet avec une espèce de, c'est pas vraiment des API, hein, mais voilà, je trouvais ça intéressant ce côté portabilité. Le fait de pouvoir interagir avec son wallet depuis un autre wallet. Ouais, ouais, bah nickel, c'est bien expliqué. Et du coup, bah, on revient à Sensei, cette nouvelle implémentation de Lightning qui pourra permettre de faire ça, mais en mieux, quoi. J'ai vraiment l'impression. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ce Sensei. Ici, ça avance doucement. Ils ont rajouté le support Bitcoin Core dessus, mais bon, c'est pas encore vraiment utilisable. C'est pas encore vraiment utilisable. Ouais, carrément. Ouais, je trouve ça vachement cool, Sensei aussi. Et d'ailleurs, dans un peu le même registre, même si en un peu moins, je pense que c'est un peu moins puissant, un peu moins souverain, il y a ce que je crois que ça s'appelle Greenlight de Blockstream, qui en gros est une espèce de nœud hébergé dans le cloud. Donc vous avez un nœud Lightning hébergé dans le cloud, mais par contre les clés restent côté client, donc par exemple sur votre téléphone. Et c'est ce que va utiliser Breeze. Donc je sais pas si la mage est déjà faite. Non, je crois qu'elle n'est pas faite encore, mais ils ont annoncé que ça va arriver. Et donc parce qu'actuellement, quand vous avez Breeze sur votre téléphone, donc c'est l'un des wallets qui est un peu équivalent de Phoenix, même s'ils font pas tout exactement pareil. Mais donc c'est l'un des wallets où vous êtes en contrôle de vos clés. Actuellement, vous avez le nœud Lightning LND, donc un nœud léger, mais quand même, qui est directement sur votre téléphone. Donc vous avez les clés et le nœud sur votre téléphone. Et il y a différentes parties de l'application. Donc par exemple, il y a un lecteur de podcast, mais donc de podcast qui vous permet de streamer des Satoshi à votre podcasteur préféré. Et ben typiquement, cette partie de l'application, elle passe par le nœud qui est dans l'application pour envoyer les Satoshi. Et donc eux, ils avaient envie de pouvoir ajouter d'autres services. Mais donc le problème, c'était que tous les services devaient être dans la même application pour pouvoir passer par le nœud. Et c'était pas très satisfaisant parce que ça finissait par faire fouillis. Et donc la solution, c'est de passer par Greenlight de Blockstream et donc de bouger le nœud, de l'enlever du téléphone et de le mettre dans le cloud. Et donc vous conservez les clés dans une application principale qui sert de wallet. Et ensuite, la partie podcast, vous pouvez la mettre sur une autre application, mais qui va juste aller parler avec le même nœud et qui aura elle aussi accès aux clés pour pouvoir faire les paiements. Euh, donc voilà, je trouve ça intéressant Et du coup, comme idée de bouger le nœud. Ouais. on est d'accord que il route pas du tout, ce nœud. Enfin, c'est pas possible. Ah ouais, ouais, non, de toute façon, voilà. Déjà, de base, Breeze, effectivement, c'est un nœud mobile. Donc, Oui, à oui. chaque fois que vous enlevez l'application, il s'éteint, en quelque sorte. Et là, l'idée, pareil, c'est qu'il va y avoir en gros un gros serveur côté Blockstream. Et en fait, à chaque fois qu'on lance l'application, ben, on va aller contacter le serveur qui va gérer les requêtes et qui va récupérer les messages signés avec les clés. Mais effectivement, dès que vous arrêtez de lui parler, il va arrêter de s'occuper de vous. Ouais.
Donc c'est vraiment purement pour faire du paiement et toutes les autres applications, type Podcasting 2.0, ce genre de choses. Mais c'est pas pour faire du routing, ouais. Ok, ok. Ouais, du coup, ça bouge dans le cloud, le nœud, et on revient, bon, on revient pas exactement au même problème, mais c'est plus relou si t'as un problème, quoi. Parce que Oui. Et par contre, imaginons que leur serveur il tombe down, tu peux plus rien faire. T'es obligé de parce que ouais, clairement. ouais, ouais, ouais. Mais c'était déjà le T'as cas pas de en fait backup, avant. ouais. C'était déjà le cas avant parce que tu devais passer par le nœud de Breeze. Donc si Breeze était hors ligne, pardon, tu pouvais pas acheminer de paiement nulle part sur le réseau. Et comme tu as encore tes clés, je pense que tu peux quand même, enfin voilà, tu peux quand même. J'imagine quand même que la partie backup est quand même conservée sur le téléphone. Oui, oui. Le seul truc, la vraie différence, c'est tout ce qui est calcul de route qui sera effectué, je pense, du coup, sur le serveur. Et donc, en termes de privacy, ben, c'est moins cool, parce que ça veut dire que tu dois dire au serveur où est-ce que tu envoies les fonds. Alors que actuellement, de ma compréhension, sur Breeze, quand tu envoies les fonds quelque part, c'est toi qui calcules la route et ensuite tu envoies le paiement, enfin l'oignon, enfin, voilà, tu envoies le paiement au premier nœud sur la route qui est le nœud de Breeze. Mais le nœud de Breeze, c'est pas quel est le destinataire final, il sait juste où il doit l'emmener ensuite. Et donc c'est voilà. Mais ça se trouve en fait, tu calcules quand même la route sur le téléphone. J'ai pas encore assez creusé pour pouvoir le dire. Ok, ça marche. Est-ce que vous avez des questions peut-être on va peut-être bientôt clôturer. C'est déjà une Yes, bonne heure. franchement, c'était super clair, les mecs. Bravo. Merci pour les explications. Avec grand plaisir. Et du Merci, coup, juste merci. peut-être pour conclure, Fanny, si tu conseillerais quelle wallet et toi, Lounès, et vous n'avez pas le droit de dire le même, évidemment. Phoenix. Albatar. T'es un peu baisé, là. Euh, ben, du coup, en vrai, ça dépend vachement. On n'a pas parlé de Moon non plus, mais Moon, ils ont quelques trucs intéressants, même si j'avoue qu'ils fonctionnent un peu différemment des autres et j'ai pas assez creusé le fonctionnement J'ai- exact pour pouvoir le recommander. J'allais en parler justement parce que j'ai vu un sondage il y a pas longtemps sur Twitter. Je sais pas si tu avais passé, genre, c'est quel est votre wallet Lightning, donc je te dirais le préféré. Et en fait, il y a bien 70% des gens qui ont répondu Moon et je pensais vraiment pas que c'était autant utilisé. Et du coup, je l'ai installé pour tester, mais ça m'a paru très peu Ah ouais. riche en fonctionnalités, tu vois. Pour info, C'est au très, Salvador, très rustique, ouais. c'est pareil. Au Salvador, les gens utilisent Moon. Tout le monde utilise Moon Wallet. Je ne comprends pas non plus. J'ai C'est essayé, bizarre. je n'aime pas, tu vois, mais tout le monde l'utilise. C'est vraiment bizarre. Et je sais pas trop comment ils font parce que j'ai ouvert un. Enfin, apparemment, du coup, t'as le nœud qui. Enfin, on est d'accord que c'est un non custodial, qui est le nœud qui tourne sur ton tel, ou pas? Il me semble, mais pas sûr. Parce que j'ai C'est ce reçu que un j'ai compris paiement, aussi. j'ai envoyé genre un paiement de 1000 sats, ce premier paiement que j'envoie dessus, et j'ai pris, enfin, j'ai eu aucun frais, j'ai mis 1000 sats sont arrivés sans rien, tu vois. Et il n'y a même pas d'option de, enfin, il n'y a vraiment aucune option pour parler pour voir tes channels, ce genre de truc, quoi. J'ai l'impression, en Juste l'utilisant, que c'est comme un wallet of Satoshi, moi. Ah, tu sais, en mode ah ouais? utilisateur, c'est ce que tu ressens quand tu l'utilises. Bah ouais, c'est ce que j'ai ressenti aussi, quoi. Et puis, enfin, il y a vraiment zéro features, quoi. Enfin, à part recevoir, envoyer et puis backup, c'est beau, mais Bah, ouais, c'est je sais pour ça pas. que les gens l'utilisent au Salvador, parce que c'est littéralement tu le Faudrait que je me télécharges, tu peux renseigne. recevoir. Mais ouais, clairement, moi, mon wallet préféré, c'est Phoenix. Ça marche très bien. Tu payes un petit peu des frais, mais c'est des frais qui sont totalement normaux, quoi, d'ouverture des channels, puis de participation au développement. Donc ça me semble assez fair. Puis j'ai rarement de problème avec Phoenix, c'est juste pour recevoir depuis Blue Wallet. Blue Wallet, il n'arrive pas à envoyer vers Phoenix. En tout cas, toutes les fois où j'ai essayé, il veut pas. Il cherche même pas, en fait, Blue Wallet. Au bout d'une demi-seconde, il bloque, il dit qu'il n'y a pas de route. Mais c'est peut-être parce qu'ils n'arrivent Ouais. pas à lire les routines dans les invoices. Je sais pas. C'est marrant parce que j'ai eu exactement le même problème avec Phoenix hier, tu vois. De Blue Wallet vers Phoenix? Non, non, de Phoenix vers un nœud random.
no route found avant même d'avoir vraiment cherché, quoi, instantanément. Ah ouais, bah ouais, c'est bizarre, tu vois. Mais c'est parce qu'ils étaient pas KYC. Ah, ça doit être ça. Non, mais ça, je pense, que c'est plus des problèmes du côté de la couche IP, quoi, IP, HTTP. Enfin, je pense que c'est des trucs de communication serveur à serveur où ils se parlent pas bien et du coup, ils arrêtent Ouais, direct. ouais, bah peut-être. Gros bat, je sais pas si t'as une question ou. Ouais, salut, bonsoir à tous. Ouais, j'avais une petite question, peut-être un petit peu technique du coup, parce que j'entendais ça parlait tout à l'heure de LND Hub et LND Bits. En fait, j'ai remarqué que du coup, depuis ton nœud Umbrel, en fait, tu crées une instance de wallet via LND Bits par exemple. Donc, ok, tu as ton propre wallet sur ton nœud, mais tu peux pas mettre des fonds dessus depuis le nœud. Alors ça, est-ce que c'est une limitation technique ou c'est un truc que j'ai pas encore capté? Parce que Ouais, j'ai des fonds sur mon nœud, je crée un wallet avec l'NDBits, mais je peux pas lui mettre des fonds en fait depuis mon nœud. T'es obligé de passer par un wallet extérieur. Donc ça, c'est un petit peu gênant en fait. Parce que si ouais, je crée un. Ouais, comme j'expliquais tout à l'heure, LNBit, ça fonctionne comme LNDHub. Du coup, en fait, c'est vraiment ton nœud avec une base de données par-dessus qui sert à avoir les balances de chaque wallet. Et du coup, comme c'est ton nœud, par défaut, LND, il refuse les paiements à soi-même. Tu peux pas payer une invoice qui est vers ton nœud parce que, enfin, il, il refuse de le faire. Et donc, ouais, du coup, en fait, quand tu génères une invoice sur ton LND, sur ton LNBit et connecté à ton nœud, ben, en fait, c'est ton nœud qui génère l'invoice. Donc, tu peux pas envoyer des sats de ton nœud à ton nœud, tu vois. Et c'est pour ça que ça fonctionne pas. ouais, mais du coup, t'as pas moyen de forcer, parce que par exemple, si je crée un wallet, je sais pas, pour ma famille, ma femme ou un enfant, tu vois, et je lui dis, bah ok, t'as ton wallet, les fonds, elles sont chez moi, mais du coup, bah tiens, je te mets 1000 sats d'argent de poche, j'en sais rien, tu vois, depuis le Ouais, nœud. ouais, Et ça, tu bah, peux pas le faire. il me semble que dans les dernières mises à jour d'Allenbits, ou des trucs qui vont sortir dans pas trop longtemps, il y a un mode administrateur où en fait tu peux gérer les balances et des wallets qu'il y a dessus. Et donc du coup créditer directement depuis le nœud, enfin genre directement modifier la base de données. Et Ok. ouais, il me semble que c'est possible, que ça va être possible dans les prochaines versions justement pour pallier à ce problème. Genre quand tu es marqué administrateur et que tu crées un wallet, tu peux mettre un certain montant dès le départ dessus ou quelque chose comme ça. Mais ouais, ils sont en train d'y penser et ça doit arriver. Ok, ça marche. Ouais, merci pour l'info. Et tu as un petit truc à rajouter avant qu'on clôture? Moi, j'allais dire, c'est problématique un peu que, comment dire, il y ait des problèmes de compatibilité comme ça entre wallets. Il faudrait vraiment des formats, en fait, des formats pour que les wallets soient compatibles. Oh, mais enfin, les wallets sont compatibles. Lightning, c'est un protocole, c'est tout compatible. C'est juste que des fois, tu as des problèmes de communication entre les deux. Ils n'arrivent pas à trouver l'IP ou ce genre de conneries, je pense. D'accord. Mais normalement, le problème, enfin, pour moi, il n'est pas trop à ce niveau-là. Non, je pensais Non, non, peut-être il y avait trop d'implémentation sur un wallet et l'autre il y en avait pas assez. Et du coup, ça fait que bah, je sais pas, tu sais, il y a peut-être des invoices qui sont différents en fonction des wallets, etc. Ouais, mais les fonctionnalités de base, elles suivent les specs de Lightning, les bolts. Et, euh, et du coup, c'est pareil partout. Après, c'est vrai que chaque implémentation rajoute une petite feature par là, essaie de développer un nouveau bot, les tests, tout ça. Mais de base, ça suit quand même les mêmes messages au niveau protocole, tout ça. Ouais, Fanny? ouais, pour rebondir, normalement, une fois que tu as un canal avec. Enfin, s'il y a une route, les invoices sont suffisamment standardisés pour que tout marche bien. Effectivement, là, les problèmes, je pense, c'était juste voilà, des problèmes plutôt type Internet, quoi, comme parfois, bah, tu as un serveur qui est en panne ou qui marche un peu au ralenti et du coup, tu te prends un 404 alors que tu sais qu'il devrait y avoir une page. Enfin, voilà, c'est ce genre plutôt de problème, je pense, qu'il y a encore. Et après, par contre, c'est vrai qu'il y a encore quelques problèmes de compatibilité. Typiquement, si aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, si tu essayes d'ouvrir un canal entre un nœud éclair qui a la configuration d'usine, donc la configuration standard,
et un nœud LND qui est la configuration standard, il me semble que le nœud éclair va refuser parce que, donc en gros, chaque nœud peut implémenter un certain nombre de features en plus, donc qui sont des parties du protocole qui sont optionnelles. Et il me semble que actuellement, LND implémente une feature supplémentaire qui fait que Eclair ne va pas pouvoir ouvrir un canal avec. Donc après, il faut un peu bidouiller pour pouvoir réussir à ouvrir le canal. Euh, Soit en désactivant la feature côté LND ou en la rendant moins contraignante, soit en ajoutant la feature côté éclair. Donc c'est une réalité, il y a des problèmes, enfin des problèmes. Il y a des limitations à la compatibilité actuellement. Et en fait, si ça marche aussi bien et qu'on s'en rend pas compte, c'est en bonne partie parce que LND est relativement, enfin, est super majoritaire, hein, on va dire. Ce qui peut être un problème, effectivement. Mais je pense qu'une fois que les canaux sont établis, après, normalement, il n'y a plus de problème de compatibilité de ce type. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas un problème, que ce soit pas forcément super facile d'ouvrir des canaux entre différentes implémentations. Ça, pour le coup, c'est un problème. Et on avait eu une mini-crise il y a 2 mois là-dessus où ils avaient push une mise à jour sur LND qui rendait, pour le coup, vraiment incompatible, enfin impossible l'ouverture de canaux depuis les autres implémentations. Donc après, ça a été patché super vite, hein, c'était un bug, mais ça montre que c'est tout à fait possible de faire des erreurs ou bien pas forcément des erreurs, mais des implémentations qui sont toutes qui suivent la spec, mais qui suivent la spec suffisamment différemment pour que ça soit pas euh, automatique, qu'il soit possible d'ouvrir un canal entre deux implémentations différentes. Bon, bien, magnifique. Est-ce que quelqu'un aurait encore une question avant qu'on clôture? C'est en bas à gauche pour demander la parole. Puis sinon, on va terminer là, hein. C'était un bon épisode aujourd'hui. J'invite Roxy à parler pour nous faire l'outro. Il est parti, il est plus disponible évidemment. Ouais, il est parti, il arrache vite. Je crois qu'en plus, il va nous laisser là-dedans, dans notre jus. Euh, bon, bah, merci à tous de nous avoir rejoints ce dimanche soir. J'espère que les lapins sont passés ou qu'ils passeront demain. Je vous souhaite une super soirée, même pour ceux qui ne fêtent pas Pâques. Et puis voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si vous écoutez ça sur la chaîne Découvre Bitcoin. Euh, Mettez 5 étoiles, appuyez sur j'aime, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Merci pour le référencement. Et puis sinon, pour ceux qui nous suivent en direct, eh ben, on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau space, où j'espère qu'on aura la joie d'avoir de nouveau notre John Unchain national. Merci à tous et bonne soirée. Gros bisous. Bisous. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis!